Mais pour avoir des roses jaunes, il a fallu des siècles. Des siècles pendant lesquels, en Europe, on n'a connu que ce rosier jaune. Baptisé, parce que ses fleurs sont réputées sentir la punaise, Rosa foetida, ou rosier capucine jaune, ou Persian yellow. Et on en connaissait une mutation naturelle. Rosa foetida bicolore, avec sur les mêmes tiges des roses jaunes et des roses rouges orangées et jaunes. En 1891, à Lyon, Joseph Pernet finit par réussir à le croiser avec un hybride remontant qui porte le nom de son beau-père, Antoine Duché. Et, de l'une des graines, il obtient, en 1900, le premier hybride jamais obtenu mariant le rose et le jaune, Soleil d'or. Aussitôt célèbre dans le monde entier, devenu l'ancêtre de toutes les variétés de roses jaunes ou mariant le jaune avec d'autres nuances. En particulier, l'ancêtre de celle-ci, devenue historique à son tour. En novembre 1942, à la veille de l'occupation par les Allemands de la zone française, restée libre jusqu'alors, Francis Meilland confie au consul des États-Unis à Lyon, qui rentre dans son pays, un petit paquet de rosiers. À l'un d'eux, il a donné le nom de sa mère, Madame Antoine Meilland, prématurément emportée par un cancer. En 1945, surprise, Francis Meilland reçoit des États-Unis un chèque de 40 millions de francs de l'époque. C'est royalties accumulées en 3 ans, parce que la loi protégeant les obtenteurs de roses existe aux États-Unis, alors qu'elle n'existe pas encore en France à l'époque. La rose Madame Antoine Meilland est baptisée aux États-Unis Rose Peace, rose de la paix, le jour de la chute de Berlin, et offerte à chacun des délégués de l'ONU réunis à San Francisco pour la conférence de la paix. Baptisée Gloria Dei en Allemagne, Gioia, la joie en Italie, elle est aujourd'hui répandue dans le monde à 50 millions d'exemplaires au moins. Comment obtient-on une rose nouvelle? En 1832, l'Anglais Thomas Reeve est le premier à faire une multiplication voulue, en plantant 2 rosiers différents, l'un à côté de l'autre, de façon qu'un insecte apporte le pollen de l'un aux ovaires de l'autre. Il ne restait plus qu'à ressemer les graines ainsi obtenues, une fois que le cynorhodon, ce faux fruit qui les protège, les libérait. Aujourd'hui, l'homme remplace l'insecte. On supprime les étamines de la rose, au cas où elle aurait le mauvais goût de se féconder elle-même. On dépose le pollen choisi sur l'organe sensible qui mène aux ovaires et on interdit aux insectes de venir s'en mêler en apportant n'importe quel pollen par la suite. Ça a l'air facile, mais avant d'obtenir une rose, qui n'existe nulle part ailleurs, ça peut prendre des années. Encore faut-il qu'elle soit homologuée. En France, près d'Antibes, l'organisme qui reçoit les demandes de brevets se nomme le GEVES, Groupe d'études des variétés et semences. Il accorde ou non l'homologation après l'examen de la rose selon 46 caractéristiques, forme, couleur, taille, feuillage, aiguillon, etc. Pour la seule couleur, il existe des chartes internationales avec des centaines de nuances, condition sine qua non que la rose ne soit semblable à aucune de celles déjà répertoriées. Encore faut-il s'assurer que le nouveau mélange de chromosomes est stable. 3 pieds de chacun des rosiers candidats sont observés pendant 5 ans. Il arrive que l'un des pieds refasse des fleurs semblables à celles de son géniteur ou au contraire de sa mère, bref, qu'il ne sache plus sur quel pied danser. Dans ce cas, l'éleveur candidat au brevet est prié de revoir sa copie. 24 pays au monde ont un organisme semblable. Les informations et homologations circulent entre eux. Mais certains pays du tiers-monde, à qui l'on voudrait faire respecter la règle des royalties,
s'en fiche royalement et fabrique des roses homologuées à qui mieux mieux, sans rien payer à quiconque. On est en train d'informatiser le répertoire. Le scanner permet de reproduire et de stocker, pour chacun des rosiers, les 46 caractéristiques exigées, ce qui est satisfaisant sur un plan commercial. Mais on essaie aujourd'hui d'aller plus loin sur un plan scientifique et d'établir de ces rosiers, dont les parents, grands-parents, oncles et tantes ont tant et tant été hybridés, à la fois les arbres généalogiques et des cartes d'identité fiables et infalsifiables. Réponse: la biologie micromoléculaire et la phytochimie. Au laboratoire de l'université Claude Bernard à Lyon, le professeur Jay met en œuvre des descripteurs du génome d'un rosier, son capital génétique. La mesure physique de la couleur d'une rose, à l'aide d'un spectrocolorimètre, permet d'observer les bouleversements apportés par la sélection. Exemple, la diversification de la gamme des coloris après l'introduction du vieux rosier Nous y voilà, Persian Yellow, et la maîtrise du jaune. Par la chromatographie liquide, on obtient des descripteurs des pigments qui composent les couleurs. Ils peuvent servir aux sélectionneurs, se révélant d'excellents marqueurs des bases ancestrales des grandes races de rosiers anciens. Et l'électrophorèse permet d'établir aussi la carte d'identité d'un rosier par les enzymes. Voilà enfin qu'on va pouvoir dire, sans discussion possible, la part prise dans l'expression du génome d'une variété de roses par tel ascendant gallique ou chinois. Et il est temps de s'y reconnaître, car la rose a connu, depuis le XIXe siècle, une véritable explosion d'individus différents. Ce dont témoignent les grandes roseraies créées au début du siècle. Après l'Aille-les-Roses, près de Paris, en 1894, Zangerhausen, en Allemagne, en 1902. Aujourd'hui, le plus grand rosarium du monde. 6000 variétés, 500 espèces botaniques, quelques 54 000 pieds, parmi lesquels les créations allemandes. On trouve ici l'évocation du célèbre poème de Heinrich Heine, où la rose est assimilée à la femme aimée. Röslein, Röslein rot, Röslein auf der Heide, petite rose rouge, petite rose de la lande. À Dortmund, autre décor. Celui de la Ruhr industrielle. Au centre de la roseraie, un restaurant panoramique surmonté par l'émetteur de la télévision. Bien entendu, on ne saurait oublier une roseraie célèbre, à Paris,
celle de Bagatelle, où, du temps de Louis XV, des couples se donnaient rendez-vous pour ce qu'on nomme toujours aujourd'hui la bagatelle. On y décerne chaque année 2 médailles d'or, pour une rose française et pour une étrangère. Hollande, 1914. États-Unis d'Amérique, 1918. Irlande, 1919. Espagne, 1932. France, 1943. Allemagne, 1943. France, 1945. Nouvelle-Zélande, 1974. Mais il est temps de dire qu'en Europe, à partir des années 1970, est apparue une querelle des anciens et des modernes. Les modernes, partisans de ces corolles élégantes, riches de coloris, aux tiges bien raides, à l'aise dans les vases, et les anciens qui les trouvaient stéréotypés, trop bien dessinés, et surtout n'ayant plus le moindre parfum. Les anciens, nostalgiques des roses du XIXe siècle, au charme plus délicat, aux corolles ayant moins l'air de sortir de chez le coiffeur, et parfumés. C'est pourquoi un Anglais s'est dit « Pourquoi ne pas essayer de faire la synthèse ?» Nous sommes à Albrighton. À partir des années 1960, en hybridant des roses anciennes et des roses modernes, David Austin a créé un nouveau groupe de roses alliant les qualités des deux. Les roses anglaises. Des roses refleurissant tout l'été, comme des roses modernes, avec aussi leur grande variété de coloris, mais de formes très proches des roses anciennes, en rosette ou en coupe, et parfumées. Le parfum de la rose, depuis près de 3000 ans, fait vivre des gens. Nous sommes sur le versant sud du Haut Atlas marocain, dans la vallée du Dadès, à 1500 mètres d'altitude. Ici, depuis des siècles, les fellahs cultivaient une rose pour en faire des haies coupe-vent. Ça protégeait leurs légumes du gel et le vent leur apportait le parfum de cette rose vraisemblablement venue du Moyen-Orient. C'est une Damascena, une rose de Damas. Les Marocains disent qu'un homme qui avait séduit une femme mariée était allé à la Mecque pour se faire pardonner. À son retour, sur le point d'être tué par le mari, il lui aurait dit « Épargne-moi et je te donne quelque chose qui va faire de toi l'homme le plus riche de la vallée. » Waha dit le mari « D'accord, fais-moi voir. » C'était des boutures de la rose de Damas ramenées du pèlerinage. Aujourd'hui, 10 à 20 000 familles vivent en partie de ces roses destinées à la parfumerie de luxe. D'où, chaque année au printemps, cette fête de la rose. La rose de l'adultère a fait la richesse de cette vallée jusqu'en 1986, jusqu'à l'arrivée de la concurrence turque.
dont voici une victime beaucoup plus sérieusement menacée. La rose à parfum de la région de Grasse, en France, dont le prix ne peut plus être compétitif tant le coût de la main-d'œuvre est alourdi par les charges sociales. D'où, chaque année, au printemps, au lieu d'une fête des roses, une manif morose. Française, marocaine, turque ou bulgare, cette rose de Damas varie son parfum selon le terroir. Ce qui fait qu'à Grasse, on en vend encore un peu. Le jour où les parfums synthétiques seront parvenus au top, ce sera partout rose qui pleure. Mais voici rose qui veille. Nous sommes sur cette plage de Normandie qui a pris le nom d'Omaha Beach. Pour veiller sur les milliers de jeunes Américains morts ici en libérant l'Europe, on a planté une rose japonaise, Rosa rugosa, la rose rugueuse, rouge ou blanche, avec des feuilles très marquées par les nervures, faisant des fleurs jusqu'à l'automne en même temps que des fruits. Elle est originaire des côtes du nord du Japon et aussi du Kamtchatka. Elle résiste à moins 17 degrés et au vent marin, ce qui la destinait aux morts du débarquement. Quant à la rose qui veille sur les soldats allemands tués dans cette même bataille de Normandie, elle a été créée par le rosiériste allemand Tantau et porte le nom d'un État américain, Montana. La rose, décidément, a vocation de symboliser les Nations Unies. Mais connaissez-vous l'histoire du rosier bombardé? Nous sommes dans la ville de Hildesheim, à 30 km au sud de Hanovre. À l'époque, c'est la pleine nature dans les bois. Un soir de l'an 815. Louis le Débonnaire, fils de Charlemagne, fatigué par une journée de chasse, cache son reliquaire avant de s'endormir dans les branches d'un rosier. Le lendemain, il ne parvient pas à retirer le coffret de l'arbuste. Devant ce signe du ciel, il fonde une chapelle, devant le rosier, autour duquel, peu à peu, naît la ville de Hildesheim. 11 siècles plus tard, le rosier est toujours là. À Hildesheim, on danse. Trotz diesem Mann und diesen 12 Millionen zu kommen, so will ich und so wollen wir bauen und arbeiten an der Wiederaufrichtung unseres deutschen Arrive un personnage et tout ce qui s'ensuit. Il se trouve qu'à Hildesheim, il y a une école de chasse de la Luftwaffe. La ville est bombardée, rasée à 80%. Un peu plus tard, les Américains pénètrent dans la ville. Ils connaissaient l'existence du rosier millénaire et s'attendaient à n'en plus rien trouver. Ils constatent que la charpente de la cathédrale, enflammée, s'est abattue sur lui, ce qui l'a brûlé en grande partie. Mais les pierres du mur écroulées ont protégé le pied du rosier. Une fois dégagé, il apparaît de la taille qu'il devait avoir 1000 ans plus tôt. Mais toujours vivant. L'année suivante, il repart à l'assaut du mur de la cathédrale et refleurit de plus belle.
Depuis, à chaque sortie de messe du dimanche matin, on vient se recueillir devant lui. Le voici bombardé, rosier miraculeux. Et toute la ville de Hildesheim est sous le signe du rosier. On a tracé au pochoir un chemin de roses. Mais il n'y a aucun rapport entre la rose du trottoir, évoquant un hybride de thé moderne, et celle de l'églantier millénaire, simple, à 5 pétales. Entre les deux, il y a 3000 ans au moins. Toute l'aventure de la rose et des hommes. Du moins, au plan des hybridations. Car l'histoire de la rose pourrait s'intituler « La rose est une femme ». D'abord, elle a symbolisé Aphrodite, le mythe grec affirmant qu'au moment où la déesse de l'amour était née de la mer, le premier rosier était sorti de terre. Puis, la rose fut l'inverse de l'amour charnel. Les chrétiens, depuis des siècles, prient la Vierge du Rosaire. Pour la poésie médiévale de l'amour courtois, et aussi pour les anciens poètes arabes, la rose fut assimilée à la femme aimée, qu'il faut mériter. Et jusqu'au XXe siècle en Europe, la jeune fille, garantie pure, ayant, semblait-il, résisté aux propositions malhonnêtes, était couronnée rosière de l'année. Auquel titre elle était présentée au seigneur du coin. Charge restant aux fiancés, après cela, de s'assurer que la garantie n'était pas tombée. Et de nos jours encore, pour médiatiser une rose, un bon moyen est de la faire baptiser par une femme, de préférence belle et célèbre. À la vérité, qu'elle soit pure ou impure, opulente ou fragile, et qu'elle ait ou non traversé la guerre des hommes, un symbole est sûr et constant, depuis 3000 ans au moins. La rose, c'est la jeunesse et la beauté des masses. La rose, c'est la vie telle qu'on voudrait la saisir et garder. La rose est l'invention de la vie qui symbolise la vie.